Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Et pour en parler, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Steven Dembélé, chargé d'affaires grande entreprise chez HSBC, mais également Amandine Espériès, directrice recrutement chez HSBC Continental Europe. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'HSBC, banque mondialement connue, implantée dans une soixantaine de pays, ce qui représente quelques 220 000 collaborateurs partout à travers le monde. Alors avant de parler de cette dimension internationale fondamentale chez HSBC, Amandine, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Ok, très bien, merci Léa. Donc HSBC, c'est l'un des premiers groupes bancaires et financiers autour du monde. On accompagne un peu plus de 40 millions de clients à travers toutes nos branches. Donc on a la banque de financement et de marché, la banque d'entreprise, la banque de particuliers, l'asset management, l'assurance et également la banque privée. Nous sommes présents autour du monde dans 64 pays. Sur ces 64 pays, ce qu'il faut savoir, c'est qu'HSBC, c'est un groupe anglais avec une grosse empreinte historique en Asie. L'objectif et ce qu'HSBC veut mettre en place, c'est de créer un monde d'opportunités pour ses clients, mais également pour ses collaborateurs. Et pour ce faire, on a une stratégie qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de pouvoir se concentrer sur notre expertise et ce qu'on sait faire de mieux. Le deuxième, c'est vraiment plutôt d'aider et d'accroître la croissance, les opportunités. La troisième, c'est plutôt d'augmenter la digitalisation et d'innover dans la tech. Et enfin, c'est d'aider à la transition d'une économie bas carbone. Alors, on parlait du coup de l'international. Ça m'amène du coup, Steven, à revenir vers toi, puisque du coup, dès que tu es arrivé dans cette entreprise, il y a maintenant 10 ans, lorsque tu étais en stage, les opportunités justement de partir à l'étranger ne se sont pas fait attendre, puisque tu es tout de suite parti en Pologne. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience? Oui, bien sûr, merci Léa. Effectivement, donc j'ai rejoint le groupe HSBC il y a une dizaine d'années. J'ai commencé par un stage de césure à Paris. Et suite à ce stage, j'ai eu l'opportunité de partir 2 mois en Pologne dans le cadre d'un process d'une expérience à l'international. Donc ça a été une très belle expérience d'un point de vue à la fois professionnel et personnel. D'un point de vue professionnel, évidemment, ça a été un signe de confiance évident de la part de mon management. Mais aussi, on m'a confié une mission qui était assez importante en termes pour l'organisation dont je faisais partie avant, à savoir mettre en place une nouvelle équipe qui n'existait pas auparavant. Donc je suis parti 2 mois pour former des nouvelles personnes au sein de cette équipe. Donc ça a été professionnellement un challenge parce qu'il faut avoir cette capacité de s'intégrer dans un nouvel environnement, interagir avec des personnes, même si la langue de travail est l'anglais et les personnes parlaient français, il y a aussi une langue qu'on ne connaît pas, qu'il faut découvrir. Donc voilà, un nouvel environnement, être capable de s'adapter. Et aussi d'un point de vue personnel, évidemment, se lancer des défis et pouvoir profiter d'une nouvelle culture, d'un environnement qu'on ne connaît pas. Et ça permet un petit peu de se dépasser et donner le meilleur de soi-même. À ce moment-là, est-ce que c'était ton souhait de partir ou c'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée à toi, ton management, qui t'a un peu poussé à partir? Bon, en fait, c'est un peu les deux, pour être tout à fait honnête. Donc, moi, j'étais en année de césure. Dans le cadre de mon cursus, donc en école de commerce, on avait cette obligation d'avoir une expérience à l'international. Par chance, chez HSBC, il y a effectivement toutes ces opportunités. Donc après ces 9 mois à Paris, il y a eu l'opportunité au niveau de HSBC, il y avait ce besoin en termes d'organisation d'envoyer quelqu'un former les équipes. Mais aussi, dans le cadre de mon cursus et de mon diplôme, je me devais d'avoir cette expérience à l'international. Et du coup, disons que ça a été un pari win-win pour HSBC, à la fois pour moi-même, de réaliser ce stage en Pologne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Amandine, toi aussi, tu travailles avec des équipes en Pologne. Alors, comment ça se passe et est-ce que ton expérience est similaire à celle de Steven? Oui, elle peut l'être au niveau de la similitude, parce que je suis partie également en Pologne un petit peu plus longtemps que Steven, parce que j'y suis restée 2 ans et demi, dont 1 an et demi chez HSBC. Donc, la chance que j'ai, c'est que je connais très bien mes collaborateurs en Pologne pour avoir travaillé avec eux en direct. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de créer un esprit d'équipe global, que ce soit l'esprit d'équipe polonais et français, où on a des réunions
réunions d'équipe où on est tous ensemble, où on essaie de créer également des moments conviviaux, parce que plus on se connaît, mieux on travaille ensemble. Donc c'est vraiment l'importance pour moi et c'est comme ça que l'on travaille le mieux tous ensemble. Et du coup, Steven, depuis ton stage, tu as obtenu un CDI, tu as connu une succession d'étapes et en fait, somme toute, une évolution rapide qui t'a permis donc d'occuper ton poste actuel. Est-ce que la dimension internationale se retrouve toujours aujourd'hui dans tes missions ? Oui, évidemment. Encore une fois, je pense que l'international, c'est dans l'ADN d'HSBC. Et donc aujourd'hui, sur mon poste de chargé d'affaires grande entreprise, je m'occupe d'un portefeuille de clients sur différents types d'industries. Et ces clients sont globaux. Donc c'est des clients qui sont implantés partout dans le monde, qui ont des besoins partout dans le monde. Et nous, en tant qu'organisation, comme le disait Amandine tout à l'heure, on se doit de les accompagner, non seulement à travers les solutions bancaires et les solutions également financières, mais aussi d'un point de vue géographique. Donc on a effectivement envie d'accompagner nos clients dans des régions du monde où ce n'est pas forcément naturel et facile d'y aller, mais nous, avec nos 64 implémentations un peu partout dans le monde, on a cette capacité d'accompagner nos clients un peu partout. Donc ça, c'est l'aspect vraiment commercial et de l'international. Et ensuite, en interne, avec 220 000 collaborateurs à travers le monde, bah, évidemment, on a des collègues implantés partout dans le monde, donc sur tous les continents. Avec des fuseaux horaires complètement différents, des cultures différentes. Donc, on doit s'adapter à nos collègues autant qu'à nos clients. Et puis, comme on vient de le dire précédemment, notre organisation interne, en termes de process notamment, fait qu'on est amené à travailler avec des gens en Pologne ou en Inde ou en Égypte. Donc, c'est encore une fois l'international, c'est du quotidien, que ce soit dans ma fonction précédente, mais aussi dans ma fonction d'aujourd'hui. Et comment justement est-ce que tu gères ce double aspect, donc à la fois international et interculturel? Comment faire pour que tous les salariés autour du globe travaillent de la même façon? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement, il y a la marque HSBC, et je pense que tous les collaborateurs adhèrent et se reconnaissent derrière la marque HSBC. La marque HSBC, c'est quoi? C'est des process internes, c'est une organisation interne qui nous permet de ne pas être trop en décalage entre un process en France, à New York, à Singapour ou dans le Middle East. C'est vraiment faire en sorte que, indépendamment où on se trouve dans la banque, on est capable d'avoir des points de repère qui nous permettent d'être à l'aise. Donc un chargé d'affaires à Paris peut très bien faire le boulot à Singapour ou à Tokyo ou en Argentine. Voilà. C'est vraiment avoir des process qui sont le maximum harmonisés, de manière à ce qu'en interne, on puisse s'y retrouver. Et aussi, évidemment, il y a un aspect de flexibilité. Si on travaille avec des collègues en Australie, il faut être capable soit de se lever un peu plus tôt, ou de se coucher un peu plus tard. Tout ça se fait toujours dans un respect de la vie pro, vie perso, équilibre vie pro, vie perso, en priorité, mais il faut faire preuve de flexibilité à la fois pour accompagner nos clients, mais aussi pour travailler dans une organisation qui est internationale. Et puis évidemment, on a la langue de travail qui est l'anglais. Il faut absolument parler anglais de manière à pouvoir travailler dans cet environnement international. Et on parlait des process standardisés. Je pense que le but aussi de faire ça, c'est de pouvoir donner une expérience similaire à nos clients, mais également à nos candidats. Si je parle pour ma paroisse et sur le recrutement, la meilleure expérience possible pour le client, qu'importe où il réside, et pareil pour le candidat. Donc c'est vraiment le but de pouvoir avoir quelque chose de standardisé autour du monde. Et ça a toujours été, HSBC s'est toujours donné, vous me disiez, cette ligne de conduite depuis le début. Et justement, Steven, tu parles beaucoup d'accompagnement. Est-ce que vous, on vous accompagne à accompagner? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes formé aussi au fil du temps? Je sais que toi, par exemple, aujourd'hui, tu travailles beaucoup en Inde. C'est très différent de la France. Alors, est-ce qu'on t'accompagne, toi? Oui, l'accompagnement, il se fait de différentes façons. On a déjà notre management qui est très présent, qui est bienveillant. Et on a une vraie culture, ce qu'on appelle du speak-up, où on peut dire facilement et faire remonter
les problématiques, les idées auprès de notre management. Et aussi en termes de formation, bien évidemment, on est accompagné à travers nos équipes formation RH, mais aussi on a l'opportunité de faire des formations externes pour acquérir ce qu'on appelle soit des hard skills, qui sont vraiment des compétences techniques dont on a besoin. On a dans la banque beaucoup de métiers régulés sur lesquels on est obligé d'avoir des certifications pour pouvoir officier. Et on a aussi des formations sur ce qu'on appelle les soft skills, qui sont aussi des éléments très importants dans notre quotidien. Je parlais tout à l'heure de flexibilité, capacité d'adaptation. Donc ça, ce sont des éléments qu'on essaye de travailler et que HSBC nous permet de développer à travers différentes formations ou ateliers. Et cette dimension internationale conduit forcément à manager à distance, de manière hybride. À cela s'est rajouté bien évidemment la crise du Covid-19 qui a fait émerger de manière massive le télétravail. Alors même question, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu es formé pour ce management à distance? En gros, comment garder un management efficace et bienveillant? Il faut évidemment garder le contact avec tout le monde. Quand je dis avec tout le monde, c'est à la fois avec les équipes en interne, mais aussi avec nos clients. Donc c'est très important. Heureusement, la technologie aujourd'hui nous permet de garder au moins un contact visuel, s'il n'est pas physique. Donc ça, on a tous appris à travailler avec les outils de vidéoconférence, visioconférence. Et on se doit d'être un peu plus organisé aussi en termes de moments physiques. Donc aujourd'hui, avec le télétravail, évidemment, on a une organisation qui fait qu'on n'est pas tous au bureau au même moment, mais on sanctuarise des moments où on veut être tous au bureau au même moment, de manière à pouvoir se voir physiquement et déjeuner ensemble et boire un verre après le bureau ou faire d'autres types de sorties. Mais aujourd'hui, on sent que le management, avec cette situation et cette période un peu difficile, la place du manager est très importante dans cette organisation et faire en sorte que tout le monde se sente bien au sein de HSBC. Et oui, effectivement, tu m'amènes à ma question qui est la motivation et la bonne ambiance. Comment garder ces éléments clés au quotidien quand on ne se voit plus en présentiel? Parce que c'est vrai qu'il faut être vigilant. Voilà, la visioconférence ne remplace pas les moments informels quand on est sur place entre collègues. Alors Amandine, je te laisse nous répondre à cette question. Quel est votre secret alors? Il y en a plusieurs. Après, ça va dépendre des équipes, de comment est-ce que l'équipe est bâtie. Si c'est une équipe nouvelle et qui a vécu la crise sanitaire et du coup cette nouvelle façon de travailler, ou une équipe qui se connaît très bien dans le passé, je pense que c'est tout à fait différent. Mais comme le disait Steven, je pense que le rôle du manager pour que ça fonctionne, c'est bien entendu de donner de la flexibilité aux collaborateurs pour qu'ils puissent faire le télétravail et avoir un bon équilibre, mais c'est également de créer des moments privilégiés sur site. Je donne mon exemple perso, par exemple, je demande à mon équipe d'être là un mercredi sur 2, tous ensemble pour la réunion d'équipe, pour nous permettre de ne pas se voir autour d'un Zoom, mais d'être vraiment tous ensemble autour de la salle. On a une réunion à 14h, ce qui permet d'avoir un déjeuner d'équipe juste avant. Et je pense que c'est ces moments-là qui permettent aussi de se dire, bon, bah, on ne reste pas devant notre ordinateur une journée entière. Si on est sur site, c'est pour un peu le fermer et aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres équipes, discuter, échanger et pas rester vraiment concentré sur la tâche. Ce qui est un peu le cas quand on est en télétravail, on ne va pas forcément se dire « Tiens, je vais appeler 5 minutes quelqu'un pour savoir comment il va », ce qu'on va faire forcément en allant se promener dans les locaux. Donc c'est plutôt ça, c'est de se dire on crée des vrais moments privilégiés quand on est sur site et du coup on se garde du temps pour profiter, si je peux le dire comme ça. Et après, par contre, en télétravail, on est plus sur des moments de concentration, de réunion un petit peu plus importantes. Il faut donc réimposer de manière un peu formelle des moments donc, où on se retrouve. Je sais que vous organisez aussi beaucoup d'événements qui vont en faveur justement du bien-être des collaborateurs. Alors est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de programmes que vous leur proposez? Exactement. On a plusieurs. On va dire des programmes plutôt groupes et des programmes plutôt, on va dire, français. Au niveau du programme français, on a un programme qui s'appelle Résilience, qui a été créé dans le cadre de la pandémie pour aider les collaborateurs à prendre du temps pour eux.
Parce que ce qu'on peut voir, et ce qui est aussi une difficulté des fois du télétravail, c'est qu'on est tout seul à la maison. Et du coup, on n'a pas le collègue à côté qui va nous dire bah, tu viens boire un café ou tu déjeunes à quelle heure. Et donc, du coup, on peut se perdre un petit peu en restant super concentré. Et donc, le but de ce programme, c'est de se dire je programme un point, 1 heure, juste pour moi. Et donc, du coup, pour que les collaborateurs puissent faire ça, on leur propose soit des conférences vraiment très tournées sur le bien-être, comment bien se nourrir, comment bien dormir pour être efficace ensuite, que ce soit efficace dans sa vie pro, mais également dans sa vie perso, parce que c'est important. Et puis également des moments très spécifiques tournés sur le bien-être. Par exemple, on a du yoga, le yoga du sourire, comment réduire le mal de dos, l'initiation à la sophrologie, voilà, des choses vraiment très différentes. Et puis au niveau groupe, on a également des programmes, par exemple sur le well-being, pour permettre à nos collaborateurs en général de se sentir bien, par exemple avec tout ce qui est maladies qui tournent autour du mental, du burn-out. Voilà, tout ce qui tourne autour de ces sujets-là sont très importants. Et du coup, c'est de faire attention à soi, mais également aux autres, et de pouvoir repérer quand on a peut-être un collègue ou un collaborateur qui ne se sent pas bien pour pouvoir l'aider. Donc, on a plein de programmes comme ça pour nous aider à prendre du temps aussi lorsqu'on est au travail, mais plutôt pour nous personnellement et pas forcément dans un contexte de performance, même si à la fin ça va nous aider, mais ce n'est pas le but principal. Et oui, parce que là encore, c'est plus difficile, comme tu le disais, hein, de voir qu'un collègue ne va pas bien, puisque quand on est chez soi, il y a moins d'opportunités d'échange et donc d'extériorisation d'un potentiel problème. Alors le télétravail a aussi du bon. Peut-être que tu as constaté que ça avait permis de rééquilibrer justement la balance entre la vie personnelle et professionnelle. En tout cas, est-ce que c'est un constat que vous avez fait chez HSBC ces 2 dernières années? Oui, je pense qu'en fait, déjà ce qu'il faut savoir, ce qui est un peu différent, c'est qu'à HSBC, on était assez en avance sur le télétravail. Parce que c'était quelque chose de classique chez nous avant la pandémie, par exemple, de mettre un lien pour une vidéoconférence et également de réserver une salle de réunion au cas où il y a eu des personnes qui étaient en télétravail et d'autres sur place. Donc ça a été un choc un peu moins important que d'autres entreprises au moment où on a été confinés. Parce que les collaborateurs avaient déjà cette habitude, même si elle était bien entendu pas aussi importante. Donc on a gardé cette habitude-là et on l'a conservée avec la possibilité du coup de télétravailler de manière vraiment flexible chez HSBC aujourd'hui, où en fait on ne travaille pas et on ne réfléchit pas en termes de nombre de jours télétravaillés par semaine, mais plutôt par mois. Ce qui permet une vraie flexibilité aux collaborateurs par rapport à ses besoins en termes d'équilibre vie pro, vie perso, tout en ayant l'accord de son manager, bien entendu. Ça va de soi. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième, comment est-ce qu'on a fait pour que ça fonctionne et quelles sont les clés? Est-ce que ça a fonctionné? Quel est le constat? Je pense que c'est le cas. Et pourquoi? Parce qu'on a un management chez HSBC qui est vraiment tourné sur le fait d'avoir confiance en ses collaborateurs, et le télétravail n'est pas mal vu, ou une personne qui est en télétravail, on ne va pas se dire bah, il est en télétravail, il ne travaille pas. C'est vraiment plutôt de la confiance et de la bienveillance, ce qui permet aux collaborateurs de se sentir libres, par exemple sur la pause déjeuner, de prendre un rendez-vous médical, ou en fin de journée de pouvoir se déconnecter plus tôt pour une activité, ce qui va permettre du coup un meilleur équilibre et que la personne se sente mieux également pour pouvoir réussir ses objectifs et puis rendre tous les dossiers en temps et en heure. Et si je donne mon exemple un peu personnel, j'étais en congé maternité pendant la pandémie. Je suis revenue du coup en août 2020 et le fait de pouvoir télétravailler m'a permis de prendre du coup un nouveau job de directrice de recrutement au même moment et d'apprendre à être une maman. Et donc du coup d'être à la maison et au travail et de pouvoir choisir un petit peu mon temps et ma facilité m'a aidée sur ces 2 apprentissages, on va dire, à la maison et puis au travail. Là encore, il faut juste apprendre à déconnecter au bon moment pour pas que les 2 sphères privées et professionnelles s'entrechoquent trop non plus. Exactement. Ça, c'est une organisation personnelle et comme vous le disiez, le management de toute façon est là peut-être pour accompagner dans cette nouvelle pratique. Il y a des formations du coup spécifiques, que ce soit pour le manager, pour l'aider à manager de façon hybride, parce que c'est pas simple aussi pour un manager de ne plus avoir tout le monde autour dans l'open space et de se dire bon la personne est là, elle travaille. Là, c'est une autre façon. Il faut aussi les déléguer beaucoup plus, laisser plus de temps à la personne. Et puis, il y a également aussi des formations pour les collaborateurs, pour les aider à se déconnecter, à prendre du temps pour pouvoir travailler plus efficacement ensuite.
Et donc du coup, on parlait de la pandémie. Elle n'a pas réellement freiné l'expansion d'HSBC, puisqu'en fait, pour être très clair, vous êtes en recherche permanente de nouveaux profils, en CDD et en CDI. Alors pour les jeunes qui pourraient être intéressés et qui nous écoutent aujourd'hui, quels conseils vous pourriez leur donner pour réussir leur entretien? À quoi s'attendre concrètement? Je vais peut-être laisser d'abord Steven, parce qu'il est en recherche actuellement dans son équipe, il y a des recrutements. Donc, je vais peut-être le laisser donner son avis. Et puis, oui, je pense que donc les conseils, c'est assez simple, hein, assez basique. Je pense que la première chose, c'est être soi-même. C'est important d'être soi-même, de ne pas jouer un rôle. On recherche avant tout des personnalités, des personnes en capacité de s'intégrer dans une organisation, mais aussi au sein d'une équipe. Donc on va regarder cet aspect-là du CV ou lors de l'échange de l'entretien avec le candidat. Et puis évidemment, il y a un aspect technique. Encore une fois, on a au sein de la banque plein de métiers et certains métiers, enfin beaucoup de métiers nécessitent d'avoir des connaissances techniques, mais ce n'est pas forcément le plus important. Et puis surtout quand on recrute des profils jeunes diplômés, on est vraiment dans une dynamique de long terme et c'est de détecter chez ces personnes-là leur capacité à s'adapter et leur capacité à évoluer au cours du temps dans l'organisation. Donc, être soi-même, être curieux, nous impressionner de la bonne façon, de la bonne manière et être naturel. Ouais. Vous avez des exemples justement de profils qui vous ont impressionné, particulièrement marqués par leur audace ou leur singularité? Vous avez un exemple concret à nous donner pour Là, j'en ai un aujourd'hui parce qu'on recrute beaucoup actuellement sur notre banque de particuliers et par exemple sur des rôles d'attachés commerciaux. Donc, c'est les personnes qui accueillent les clients en agence. Et comme vous le savez, il y a pas mal de domaines aujourd'hui qui ont subi de plein fouet la pandémie et les difficultés. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on embauche des personnes qui travaillent plutôt dans le domaine de l'aviation, par exemple des hôtesses de l'air, qui viennent maintenant dans le milieu bancaire. Et donc, du coup, clairement, ce n'est pas leur technicité qu'on a été chercher, parce qu'ils ne connaissent pas le milieu bancaire. Ce qu'on a été chercher, c'est leur envie d'apprendre, leur capacité d'adaptation, leur sens du service et d'être face à un client. Et ensuite, le reste, et avec toute la bonne volonté et l'envie, on pourra l'acquérir. Donc là, c'est une idée, par exemple, et des recrutements qu'on a pu faire sur ces dernières semaines. Oui, après, on apprend de toute façon toujours sur le tas. Et comme tu le disais, Steven, surtout quand on est jeune, je veux dire, c'est normal de ne pas avoir 20 ans d'expérience derrière soi. Alors justement, les étudiants, en revanche, c'est un peu différent puisque les deux grosses périodes de recrutement donc, sont en janvier et en juillet pour les stages, au printemps pour l'alternance et enfin en septembre pour l'intégration des jeunes diplômés. Alors même question, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre en amont de leur entretien pour mettre toutes leurs chances de leur côté de réussir? Déjà, le premier point pour moi, surtout dans des campagnes où on a une durée, comme tu le disais, au niveau des stages, c'est quand même assez cadré dans le temps. Pareil pour l'apprentissage ou les gradués de ce programme. C'est d'être curieux et majoritairement, donc en tout cas, je fais la promotion pour notre site carrière. Vous avez la possibilité, en tant que jeune ou même au niveau des CDI, de pouvoir mettre des job alerts qui permet, dès qu'il y a une nouvelle annonce qui est publiée, de pouvoir recevoir un mail. Donc voilà, soyez curieux déjà, allez regarder sur les sites carrières ce qu'on propose en termes d'invitation. Comme ça, dès qu'une annonce est publiée, vous avez la possibilité d'être tout de suite sur le coup, de pouvoir postuler. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième, et on en parlait un petit peu avec Steven juste avant, quand Steven disait d'être soi-même, je pense que ce qui est important quand on est jeune, c'est qu'il faut démontrer sa valeur ajoutée. Parce qu'on n'a pas l'expérience pour démontrer que ça fait 10 ans qu'on fait ce domaine-là et forcément, on a une expertise à apporter. Mais c'est plutôt de dire, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux apporter à cette équipe, à cette entreprise, par rapport à mon copain d'à côté qui a fait les mêmes études que moi. Quelle est ma valeur ajoutée? Donc ça, pour moi, c'est le vrai conseil qu'il faut apporter. Et ça, il faut savoir le démontrer en entretien par des exemples qui n'ont peut-être des fois rien à voir avec le domaine, parce qu'on n'a pas d'expérience, mais aller chercher un petit peu sur ses expériences personnelles, associatives, sportives, pour démontrer des soft skills, on en parlait juste avant, qui sont pour nous un point important et prédominant dans notre entreprise et dans le fait de pouvoir s'adapter, c'est de se dire... Est-ce que la personne elle a les soft skills nécessaires pour pouvoir être chez HSBC? La curiosité, la créativité, l'adaptation. On parlait également en introduction de notre stratégie sur une économie bas carbone. C'est quelque chose d'important chez nous.
tout ce qui tourne autour des développements durables. Donc ça, c'est des sujets où pour moi, le jeune doit pouvoir avoir une idée, une introduction au sujet pour pouvoir en parler en entretien et ensuite pouvoir développer ses compétences chez nous. Souvent, ils ont un grand intérêt pour ce sujet. Et c'est vrai que donc, tu parlais d'expérience extra-professionnelle, mais en fait, finalement, dès le début de son parcours professionnel, dès les stages, en fait, il faut y réfléchir minutieusement puisque c'est ça aussi qui fera la différence Bien avec, sûr. Comme tu disais, le copain d'à côté qui a fait les mêmes études. Ouais, ça aussi, c'est une marque distinctive importante. Et c'est pour ça que dès en fait, là, le choix de leur stage, c'est important de bien cibler quand même l'entreprise et les métiers qu'ils ciblent. Et justement, en termes de métiers, pareil, exemple concret, sur quel type de métier là vous recherchez actuellement, par exemple? Tu me disais qu'il y en avait beaucoup, Steven. Nous, sur la banque de financement et d'investissement, donc côté, ce qu'on appelle le coverage ou les chargés d'affaires, on recherche pendant tous les 6 mois, on renouvelle nos stages. Donc dans notre équipe, on a 2 stagiaires tous les 6 mois. Donc on est quasiment en perpétuelle recherche. Et ce sont des stages où on confie vraiment à nos stagiaires un certain nombre de responsabilités qui sont très concrètes. Donc ça va être travailler sur l'aspect revenu de nos clients, sur l'aspect produit, notre capacité à communiquer vers nos clients, donc il y a un aspect aussi marketing, tout en développement, développant également les compétences techniques, parce qu'on a bien conscience aussi en tant qu'entreprise qu'on est là aussi pour le stagiaire et lui apporter l'expérience nécessaire pour que lui ensuite soit crédible sur le marché du travail. Mais donc, avant toute chose, les soft skills, donc les compétences humaines, et on terminera avec ça. Pourquoi, donc, pour finir, c'est si important chez HSBC, même si on a largement répondu à cette question jusque-là? Pour nous, et en général, je pense que si vous tapez soft skills sur Google, vous allez voir une multitude d'articles sur le sujet un petit peu partout, parce que c'est un petit peu le sujet à la mode quand même, il faut le dire. Mais ce qui est super important, et pour nous, il y a une étude qui a été réalisée où on peut voir que dans plusieurs années, une multitude de postes n'existeront plus. Parce que tout change très vite, donc le domaine bancaire, mais en général. Et ce qui va permettre aux collaborateurs et aux jeunes aussi qui vont arriver sur le marché de pouvoir se réinventer et d'avancer avec ces changements, c'est d'avoir les bonnes soft skills. Parce qu'en fait, les compétences techniques, peut-être que dans 2-3 ans, on ne fera plus la même chose, elles ne seront plus nécessaires. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir réussir à bien s'adapter, à être curieux, à être créatif, à avoir cette envie toujours d'apprendre, qui est super importante. Nous, par exemple, au sein d'HSBC, on pense que c'est indispensable. Donc, on a un programme Soft Skills qui permet à nos collaborateurs aujourd'hui de pouvoir s'inscrire autant qu'ils le souhaitent à des conférences ou à des formations sur les soft skills qu'HSBC a définis comme indispensable, donc voilà, ce que je te disais, la créativité, l'ouverture d'esprit, qui est également hyper important chez HSBC, l'autonomie, pour pouvoir les monter en compétences et qu'ils puissent être prêts pour les prochains challenges du monde du marché et du domaine bancaire. Donc c'est pour ça que c'est très important, on le regarde énormément en tant que RH, également en tant que manager, je pense que Steven fait de même en entretien, donc c'est la part importante et c'est ça qui va faire cette fameuse valeur ajoutée dont je parlais juste avant. Et je voulais également revenir sur un point que tu disais sur le développement durable, où on parlait un petit peu des actions. Chez HSBC, c'est dans notre stratégie, mais ça se répercute aussi en action. On a une équipe développement durable qui va permettre aux collaborateurs d'avoir des missions qui donnent du sens, un sens différent aux activités qu'on peut avoir au jour le jour dans notre activité, plutôt tourné par exemple sur le tutorat de jeunes, sur des missions vertes, aller planter des arbres, aller nettoyer la forêt, voilà. Plein de choses comme ça qui permettent aussi aux collaborateurs de se dire à la fin de journée qu'on n'a pas seulement travaillé dans le domaine bancaire, mais on a aussi aidé notre planète ou nos jeunes sur d'autres sujets. Donc c'est des points très importants. Cette ouverture d'esprit générale, que ce soit autour des personnes, parce que comme on le disait, l'international c'est un point clé chez HSBC,
mais ce qui demande du coup une ouverture d'esprit. C'est un environnement qu'on veut le plus inclusif possible. Donc voilà, tous ces sujets-là sont vraiment très importants pour nous. Tout ce qui tourne autour du well-being, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de tout ce qui va être autour de la diversité, de la représentation des femmes au sein des COMEX, par exemple. Voilà, il y a plein de sujets très importants où HSBC souhaite démontrer, continuer et avancer pour aller au maximum de ce qu'on peut faire pour aider toutes nos communautés autour du monde. Et donc pour finir, là on a parlé des recrutements en externe, ça représente à peu près 50% de vos recrutements, mais les 50 autres pourcents, c'est bien donc des recrutements en interne. Exactement. Bien évidemment, vous privilégiez aussi des évolutions en interne. Ça peut paraître évident, mais je trouve ça bien de le rappeler. Bien sûr, en fait, on a une règle au niveau groupe, hein, donc c'est vraiment mondialement. Lorsqu'on publie une annonce, on doit d'abord la publier 10 jours à l'interne, ce qui va permettre d'abord à nos collaborateurs de pouvoir la regarder, de se préparer et de postuler. Au bout des 10 jours, on va regarder ce que ça a donné. Parfois, du coup, on a le profil parfait et on arrête là et on va rester que sur de l'interne. Parfois, malheureusement, les personnes n'ont pas été intéressées ou les compétences n'étaient pas là. Et c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir à l'externe. Donc, on laisse toujours la primauté à nos collaborateurs internes. Très bien. Je vous remercie. Ah oui, Steven, je t'en prie. Non, je voulais rebondir sur ce point-là, effectivement, sur la mobilité, parce que ça revient à la mobilité et faire le lien avec ce qu'on a dit aussi précédemment sur la mobilité internationale. Et on est vraiment capable, à travers nos process, donc retrouver les process de recrutement un peu partout dans le monde qui sont identiques, mais aussi au niveau de nos métiers. Donc on est vraiment une entreprise qui on favorise vraiment cette mobilité en interne, mais aussi à l'international. Et on peut facilement postuler à l'étranger parce qu'un métier qu'on a à Paris, on va facilement le retrouver dans un autre pays. Et pour des jeunes qui ont envie justement d'avoir cette culture de l'international et cette ouverture d'esprit, je pense que HSBC est une bonne entreprise pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Pour répondre à toutes ces attentes. Merci pour tout. Merci à tous les deux pour ces explications qui nous donnent des envies d'ailleurs. Hein. On a juste envie de faire notre valise et de partir. Merci pour tout. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.